avant d'essayer de tirer 3 ou 4 fils d'analyse ou en tout cas de lecture ou d'écoute qu'on peut faire du film, la première chose, c'est à la fois ce qu'a dit Jacqueline Gosselin, c'est que les premiers visionnages, il y a un effet coup de poing, et passé l'effet coup de poing, il reste, me semble-t-il, et très vite dans l'esprit, une forme. Il a une forme. Vous avez parlé d'esthétique, il y a une forme dans ce film, il y a des images qu'on garde en mémoire très vite, et moi elles m'ont. Et une œuvre artistique, c'est quelque chose qui laisse dans l'esprit une forme. Enfin, c'est comme ça en général que je fais la distinction entre les œuvres qui n'ont pas trop d'intérêt à mes yeux et celles que je trouve fortes. Et là, je trouve qu'il y a une forme. Et je trouve que c'est un très grand film. Alors, je vais essayer de dire pourquoi je trouve que c'est un très grand film. Et je vais essayer de suivre un peu les quelques axes de lecture dont vous allez voir qu'ils sont totalement différents. Le premier, c'est si on le prend sous l'angle de l'accompagnement ou de la compréhension de ce que c'est que d'être une personne ou un citoyen en situation de handicap cognitif. La première chose, c'est tout ce qu'on entend dans le film, et je pense qu'il a été question de l'interprétation de Patrick Timsit qui est très forte, mais il y a l'écriture du film qui est très forte, et il y a des mots qui restent en mémoire. Qu'est-ce que je disais déjà ? La difficulté à suivre le fil d'une pensée, le fait qu'on est dérangé par les capacités de concentration et d'attention sont diminuées, qu'on est vite dérangé. Tout le passé, vous avez dû l'entendre, tous les événements du passé, en tout cas au début du film, c'est hier. Il y a un bloc du passé qui s'appelle hier, et dans ce bloc du passé, il y a des choses qui remontent à différentes époques, et tout ça, en tout cas au début du film, c'est hier. Il y a « je ne comprends pas les autres », manifestement il ne comprend pas les autres, il ne parvient pas à se faire comprendre, il le dit, sauf elle qu'on voit à plusieurs reprises, qui me parle avec mes propres mots. Là, il y a de la confiance et là, ça change. Là, j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à comprendre à peu près son intention. On m'oblige à me dévêtir. Très exactement, on m'oblige à me dévêtir pour je ne sais quelle raison et avec brusquerie. Quand vous écoutez des témoignages de personnes qui sont au quotidien en contact des personnes malades, on vous parle très souvent de refus d'aide et de soins. Les attitudes d'opposition. Là, effectivement, on est passé de l'autre côté du miroir. Qualifier ça d'attitude d'opposition, c'est descriptivement ou herméneutiquement, en termes d'interprétation de ce qui se passe, c'est totalement inapproprié. Il n'y a pas d'opposition, il y a une incompréhension. On m'oblige à me dévêtir pour je ne sais quelle raison, et avec brusquerie en plus. Et alors qu'il est plongé au milieu de sa rêverie, 3 minutes avant, il est au milieu d'une rêverie. Je me suis demandé comment on appelait ça, une rêverie, une méditation, et je pense que c'est plus une rêverie. Et là on comprend, c'est à ce moment-là je crois qu'il donne des coups de pied ou qu'il crie. Bon. Je me mélange avec tout ce blanc, oui je me mélange avec tout ce blanc, les murs sont blancs, les blouses sont blanches. À la Fondation Médéric Alzheimer on travaille beaucoup sur les blouses et le port des blouses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans une maison de retraite de porter une blouse toute la journée? De quel virus et de quelle maladie contagieuse on se protège? Je me réveille, je suis perdu la nuit, comme l'enfant, et comme l'enfant qui a peur de se rendormir, mais on l'a tous fait cette expérience, et parfois on l'a refait même adulte. Le cauchemar a été tellement terrible qu'on se dit si je me rendors maintenant, je repars là-dedans. Et puis cette femme qui revient avec son regard, elle semble comprendre mes gestes et les quelques onomatopées que je prononce, elle semble me comprendre. Ça c'est le premier axe de lecture qui est déjà de déplacer considérablement le point de vue et dans une relation de soins, dans une relation d'aide ou dans une perception de ce que l'on peut ressentir quand on est âgé, quand on vit dans une institution d'hébergement et quand on a un certain nombre de difficultés. Si on approfondit un tout petit peu cette toute première ligne,
Et là, on revient à votre première question, madame, les images. C'est un film où il y a du sensoriel. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur les questions de maladie d'Alzheimer. Ça fait 1 an et demi, ça fait 18 mois, je pense, qu'on voit une explosion dans la littérature d'articles sur l'importance de la sensorialité dans la maladie d'Alzheimer, avec des grosses études. Le lien entre les troubles sensoriels et les troubles cognitifs, il y a des corrélations extrêmement fortes. C'est des corrélations, on ne dit pas que c'est des rapports de causalité, mais il y a des corrélations. Vous avez un taux de... mais ça a l'air banal de le dire, mais des taux de troubles de la vision et de l'audition importants à un âge avancé. Vous avez tous une grand-mère qui a eu des appareils auditifs qui sont branchés 1 fois sur 2, qui n'a pas tout à fait les lunettes qu'il faudrait, qui ne les retrouve pas, et qui, malgré les lunettes, n'est pas totalement corrigée. Et ça, c'est une des premières pistes de ce que je développerai dans 5 minutes. C'est un autre fil qu'on peut tirer, c'est la question du réalisme de ce film. Et là, il y a un vrai questionnement, parce qu'à la fois, ce flou, il a un côté réaliste, au sens où il reproduit un petit peu, avec les moyens d'un film, et de le rendre visible comme ça, mais on pourrait penser, il faudrait demander à un ophtalmo, mais on peut se dire que ça reproduit à peu près fidèlement ce que c'est qu'une réduction du champ de vision. Sur les images du film en Super 8, on le voit très nettement. Il y a des endroits du champ de vision qui sont réduits, des endroits du champ de vision qui ne sont pas nets, d'autres qui sont nets. C'est peut-être pas exact, et en ce sens-là, c'est pas un film réaliste, malgré tout. Ça, c'était ma grande interrogation. En quoi c'est un film réaliste? Je pense que c'est pas un film. Il faut assumer que c'est pas un documentaire. Christophe n'a pas fait ici un film comme tous les autres. C'est un film d'une autre nature. Il y a le sensoriel, et il y a une analyse très fine, surtout au début du film, sur ces troubles sensoriels, parce qu'à la fois, c'est pas simplement que je vois moins bien, ou que j'entends moins bien, mais c'est aussi que j'ai beaucoup plus de mal à traiter ces informations sensorielles qui m'arrivent, à les interpréter, à leur donner du sens. Et là, on n'est plus seulement dans le champ de la sensation, on est dans le champ de ce que, techniquement en philosophie, on appelle la perception, ce qui est déjà autre chose. Et donc, vous avez les deux. Et pour moi, le traitement des images, c'est l'interprétation que je fais de l'idée esthétique, mais pas seulement esthétique, qu'il y a derrière, qui est de dire, c'est essayer de rendre ça, de trouble de la sensation, mais qui est aussi un trouble de la perception. Et je pense que c'est extrêmement important, parce qu'il y a aussi l'ouïe, le goutte à goutte. C'est rendu dans le film sous une forme de goutte à goutte. On aurait pu le rendre autrement, mais là ça donne, alors c'est facile, mais une fluidité. Mais il y a vous savez qu'il y a 4 éléments, hein. Là on est vraiment l'élément de l'eau, il est extrêmement présent dans ce film. La vision, l'audition, des bribes, il dit lui-même que c'est des onomatopées. Et donc, ça c'est le premier fil que je voulais tirer, qui est dans la façon de faire sentir ou percevoir ce que c'est que de percevoir le monde quand on a des troubles cognitifs, et quand on est très âgé, qu'on a par ailleurs d'autres troubles. Et rien que pour ça, c'est un grand film, de dire... il s'agirait de se réveiller. Alzheimer ne se réduit pas à de la mémoire, ne se réduit pas à des troubles cognitifs, il y a d'autres choses. Et au lieu de nous dire il y a aussi des troubles du comportement abominable, ce qui serait faux de le dire en tout cas comme ça, le film nous dit il n'y a pas seulement les troubles cognitifs, il y a aussi des troubles sensoriels et des troubles de la sensation et de la perception. Et ça, en termes d'actualité de l'analyse scientifique de ce que c'est que vivre avec une démence, on peut dire que c'est tout récent. Donc il y a vraiment une actualité du travail là-dessus. Alors, deuxième fil que je voudrais tirer, il est un tout petit peu plus philosophique, vous vous en doutez, mais ce ne sera pas le dernier. Il sera un peu plus court. Évidemment, même s'il y a toute cette importance du sensoriel, il y a quand même dans le film et surtout dans le texte tout un travail sur la mémoire. Et si vous regardez bien dans les différentes strates de la mémoire où on est, la mémoire ici, ce sont d'abord, c'est pas tant c'est des événements, mais c'est d'abord des personnes ou des personnages.
C'est d'abord mon fils, puis Sabine, ma femme, puis ma mère. Et il y a dans les trois, et c'est pour moi un des leitmotifs du film, 3 formes d'amour. Amour filial, amour pour la mère, amour paternel, et puis amour pour une épouse ou une conjointe. Il y a ces 3 choses-là, et dans ce travail sur le souvenir, il y a à la fois cette phrase très forte que je reprends, quand il dit « Je suis seul avec mes souvenirs ». Vous pouvez l'entendre en au moins 2 sens, cette phrase. Vous pouvez l'entendre au sens « Je suis seul avec mes souvenirs », c'est-à-dire mon fils et ma femme sont morts, et donc il ne me reste plus que mes souvenirs, donc comme l'expression d'une solitude existentielle, il ne me reste plus que ça, et on sait que ça, c'est pas quelque chose qui va être préservé indéfiniment, même les souvenirs lointains, mais vous pouvez aussi l'entendre, je suis seul avec mes souvenirs, au sens positif du terme, au sens je suis seul, mais j'ai mes souvenirs, mais ils sont encore là, ils sont morts, mais je les aime encore, elle est encore présente pour moi, il le dit très explicitement à un moment donné. Et donc il y a ces 2 choses, il y a à la fois ce mélange des temps, de la même façon que tout ce blanc, je me perds dans tout ce blanc, il y a ce mélange des temps parce qu'il y a au début il a de grosses difficultés à rétablir une chronologie. Et puis ça revient, à la fin du film ça revient, puisqu'il dit tu es parti depuis déjà 5 ans. C'est plus seulement hier, tout d'un coup il y a de nouveau un repère temporel. Et ces trois personnes, ou ces 3 personnages, le fils, la femme et la mère, dans tous les cas, il y a eu... c'est des souvenirs qui sont ancrés dans des moments, dans des épisodes vécus. La maladie du fils, j'ai cru comprendre le suicide de la femme, mais ça c'est une interprétation personnelle. En tout cas la mort de la femme. Et vous voyez qu'on retrouve ici, dans ce fil-là, le visage de ma mère et le regard de ma mère, et dans le regard de ma mère, son sourire. Et c'est aussi ce qu'il dit quand il arrive à entrer en communication avec une des personnes qui prennent soin de lui dans l'établissement. C'est ce visage, ce regard, cet œil qui me sourit et qui fait que j'arrive à comprendre un peu plus, à reprendre des repères, à reprendre de la maîtrise et à me faire comprendre. Qu'est-ce que ça nous raconte ça nous raconte temporellement un paradoxe. Parce que dans la sensation, et on a vu à quel point elle est présente dans ce film, la sensation c'est l'immédiateté, c'est l'instant, et vous l'avez dit madame à l'instant, il est dans l'instant, il n'est plus que dans l'instant, dans un temps qui n'a plus d'orientation temporelle, il n'y a plus de passé, présent, futur. Et en même temps, le passé est extrêmement présent, les souvenirs sont extrêmement présents, les personnes qu'il a aimées, qui ont compté pour lui, sont extrêmement présentes. Je cite, « Elle me dit que tu es au cimetière. Comment la croire alors que je te sens si présente ?» Peut-être ne les reconnaîtrait-il plus s'ils étaient là, mais il sait encore ce que c'est qu'un fils, une mère, une épouse, tout ça n'est pas différent, même si quand en imaginant qu'elle soit différente, même s'il ne la reconnaissait pas, il sait encore ce que c'est qu'une épouse. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Ça veut dire qu'il y a à la fois donc, certes de l'instant, mais vous voyez à quel point aussi, dans les sensations notamment, mais vous voyez aussi bien à quel point le passé est présent, et à quel point le futur est présent. J'ai bien l'intention de continuer à vivre, même si le film s'appelle La dernière étape, et il faudrait faire une analyse critique, mais ça il faudrait sans doute des compétences lacaniennes que je n'ai pas sur les titres des œuvres de Christophe, que ce soit des documentaires ou des... Ils m'ont toujours semblé cryptiques et poétiques, celui-là aussi. Il y avait le fil du rasoir sur les tutelles, hier La dernière étape, ils ne sont pas transparents du tout. Mais là vous voyez que, oui, en un sens, on est dans l'instant,
et on n'est que dans l'instant, et on n'est que dans le regard, et on est dans un contact qui s'établit sur une durée courte, et en même temps le passé est extrêmement présent lui aussi, par les souvenirs, par la mémoire, par la reconstitution d'une chronologie. Autrement dit, au fur et à mesure du film, il reconstitue un passé, parce qu'un passé, c'est pas simplement une boîte qui s'appelle hier, où vous avez tout un tas de choses. Un passé, c'est quelque chose où vous avez été enfant, c'est une histoire. Et ça, c'est l'enjeu du film, me semble-t-il, c'est ce qu'il fait. Alors, il dit, je veux faire le bilan, mais il finit en disant, j'ai bien vécu. Et si je me souviens bien, il le dit 2 fois, j'ai bien vécu. C'est quelque chose que dit Ameisen souvent. Jean-Claude Ameisen dit on fait de la maladie d'Alzheimer la figure absolue du mal. Il y a d'autres épreuves dures dans l'existence. Il y a des enfants très jeunes qui ont des cancers et qui meurent et qui ne peuvent pas dire comme lui, j'ai bien vécu, qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants, les bonheurs et les petites inquiétudes, qui n'ont pas eu le bonheur de tomber amoureux. J'ai bien vécu. Et puis il y a une formulation ici d'un bilan aussi. Il cherche un bilan, il cherche un sens, il cherche une histoire, il construit une histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit je veux réécrire mon histoire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement une mémoire qui serait passive, morte ou endormie, il y a une subjectivité. J'ai dit tout à l'heure qu'on restaure un sujet, mais ce n'est pas un sujet au sens cartésien au XVIIIe siècle, de l'autonomie, de la maîtrise, de la souveraineté, de la maîtrise du contrôle de ses représentations, de la volonté, etc. C'est une subjectivité au sens de je suis en mesure de raconter mon histoire ou de réécrire mon histoire, d'inscrire ce moi dans une temporalité. Autrement dit, il y a une vie et il y a une vie intérieure. Ça m'amène à mon 3e point. Il y aura une coda, mais la coda sera très courte. Mon 3e point, c'est sur l'esthétique. Et je crois que, vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous l'ont dit, je crois qu'il y a dans ce film un travail esthétique, et il y a des choix esthétiques. Et il y a, je pense, une forme esthétique qu'il faut reconnaître et qu'il faut nommer. Elle n'a pas été nommée encore ce soir. On a parlé de monologue ou de soliloque, mais il faut parler de monologue intérieur. C'est une forme littéraire, le monologue intérieur, et on est dans un monologue intérieur. Ceux qui ont inventé le monologue intérieur, c'est Joyce et Albert Cohen. Ceux qui ont lu Albert Cohen, Belle du Seigneur, les monologues d'Ariane, notamment dans Belle du Seigneur, ils ont cette allure-là. Ils sont extrêmement décousus, on passe d'une chose à l'autre. C'est ça le fil de la pensée. C'est pour ça que je parlais de rêverie. C'est pour ça que c'est décousu. C'est pas simplement parce qu'il est troublé, parce qu'il a des capacités d'attention qui sont diminuées. Il est aussi dans cette parole qui passe du coq à l'âne, comme ça passe du coq à l'âne quand on rêve, quand on fait retour sur soi, quand on a un moment d'apaisement et qu'on peut s'apaiser. Si on va un tout petit peu plus loin du côté de l'esthétique, avec cette méditation sur le temps, la mémoire, les souvenirs, la subjectivité qui se construit, ça m'a fait penser à un texte de Claudel que Merleau-Ponty cite dans Le visible et l'invisible, et que moi-même j'avais repris dans un petit bouquin qui s'appelle La maladie du temps. Je vous cite la citation de Claudel, elle est très courte, ça vient de l'art poétique, ça date de 1913. De moment à autre, un homme redresse la tête, renifle, écoute, considère, reconnaît sa position. Il pense, il soupire et tirant sa montre de la poche logée contre sa côte, regarde l'heure. Où suis-je ? Quelle heure est-il ? Telle est de nous, au monde, la question inépuisable. Merleau-Ponty commande de la façon suivante. La question qui surgit là n'est pas au fond de savoir en quel lieu d'un espace pris comme donné, à quelle heure d'un temps pris comme donné nous en sommes, mais d'abord quelle est cette attache indestructible de nous aux heures et aux lieux, ce relèvement perpétuel sur les choses, cette installation continuée parmi elles,
par laquelle d'abord il faut que je sois à un temps, à un lieu, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, c'est de la phénoménologie, mais il dit notre rapport aux choses, au monde, à nous-mêmes, il n'est pas d'abord par ce savoir, par ce faire et par cette projection dans le futur, il est d'abord par cette attache indestructible de nous aux heures et aux lieux, indestructible. Alors, Éric Fiat vous parlerait de la dignité inaliénable, ben moi je vous parle de cette attache indestructible, y compris par les troubles cognitifs, y compris par la démence, de nous les hommes, aux heures et aux lieux. Il y a l'enfance, il y a le réveil, il parle du matin, il parle aux lieux, et on en voit des lieux différents dans le film. Il est très phénoménologique, ton film, je trouve. Pourquoi? Parce que, tu as dit tout à l'heure, ma proposition c'était est-ce qu'on peut se mettre dans la tête de quelqu'un? Et la raison pour laquelle je trouve que c'est un grand film, et la raison pour laquelle je trouve qu'il est réussi, c'est qu'on n'est pas dans la tête de quelqu'un, on est dans sa voix, on est dans ses oreilles, dans ses yeux, dans son corps, dans son âme, osons, on n'a plus le droit, mais on pourrait dire d'esprit, mais dans son âme, dans ses sensations, dans son désir. Des moments où on est dans son désir. Et là, je suis d'accord, la voix de Patrick Timsit a donné du corps au texte, mais le texte avait déjà une sacrée charpente, mais on est là-dedans, on n'est pas dans sa tête, on est dans sa voix, et c'est pour ça qu'il y a un côté coup de poing. C'est que non seulement on est de l'autre côté du miroir, parce que c'est la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que c'est que faire l'expérience de vivre avec des troubles de cet ordre-là quand notre cerveau ou autre chose ou d'autres choses nous font défaut. Il dit je vais réécrire l'histoire et après il corrige, il dit mon histoire. Et c'est pour ça que c'est coup de poing. C'est parce que on n'est pas en train de se demander si les démons restent des hommes et restent dignes de respect ou restent dignes. Ça va beaucoup plus loin que ça, je trouve. C'est que on n'est pas convoqué ici en tant que membre de l'espèce humaine qui a un certain nombre de droits et de devoirs moraux. On est convoqué là en tant que soi. Et ça, c'est ça qui fait une des radicalités, je trouve, de ce film. Alors, je ne veux pas être trop long. J'ai une coda. La chose à laquelle je n'avais jamais pensé avant de voir ce film, et que je vais essayer de dire le plus simplement possible, parce qu'au final, c'est assez simple. Je crois que la proposition que fait Christophe, c'est de dire, quand on arrive, quand on prend de l'âge, pas forcément quand on arrive au terme de sa vie, quand on arrive peut-être dans la dernière période de sa vie, on fait nécessairement un bilan. On revient sur ce que l'on a vécu. Et j'ai l'impression que ce que le film montre, c'est que la maladie d'Alzheimer, mais d'autres pathologies, rendent ça plus difficile, mais on comprend pourquoi, mais en même temps qu'il arrive à le faire malgré tout. Et à mon sens, ce que montre vraiment le film, c'est pas qu'on reste des hommes, c'est pas des grandes généralités comme ça, c'est beaucoup plus qu'il y a une forme de résilience à la maladie, entre le début et la fin du film, qui est pourtant court. 15 minutes, il est court. Et il se passe plein de choses, parce qu'il redécouvre il y a une temporalité dans le passé qui revient, il y a beaucoup d'époques de la vie qui sont données, mais il y a une forme de résilience à la maladie, c'est-à-dire ça rend difficile ce bilan que je voudrais faire, ça semble évident à tout le monde, et en même temps, dans la parole, et sans doute aussi grâce au regard de cette mère ancienne et grâce au regard de cette femme qui est là et qui l'aide, on arrive à le faire malgré tout. Et ça c'est à mon avis le deuxième effet coup de poing, pour ne pas citer une marque de bonbons, c'est le deuxième effet coup de poing, c'est-à-dire que non seulement vous êtes convoqué, pas en tant que membre de l'espèce humaine, mais en tant que vous-même unique, irremplaçable, singulier, avec tout cela, mais en même temps, et c'est en ça que c'est gonflé, c'est que non seulement il ne nous dit pas simplement
il faut changer de regard au sens où il y a une continuité, il reste une subjectivité. Il nous dit il y a une capacité de cette subjectivité à être résiliente par rapport aux troubles cognitifs et à quasiment les surmonter pour malgré tout faire ce travail de bilan que font tous les hommes, toutes les femmes qui avancent en âge. Et du coup, ma dernière remarque, elle sera sur la vitesse et sur la voix de Patrick Timsit. Il va très vite. La première fois où j'ai vu le film, je me suis dit, ça va très vite. On se serait attendu, si ça avait été un film réaliste, que l'interprète choisi ait une voix de quelqu'un de plus âgé, et il n'a très manifestement pas la voix, ça pourrait être ce qu'on appelle un malade jeune, enfin, on n'est clairement pas dans cette ambiance-là, on se représente quelqu'un de plus âgé. Mais la voix ne correspond pas, donc en ce sens-là, non plus, c'est pas un film réaliste. Et si on le lit sous cet angle-là, on passe à côté, à mon avis, d'une grande partie de l'intérêt du film. Mais il va vite, et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Jean-Luc Noël récemment, et parce qu'on parlait de la temporalité, comme d'habitude, et Jean-Luc Noël me dit, on croit toujours que les vieux, ils vont lentement. Ce qui prendrait de très nombreuses années, si on fait une psychothérapie à 20 ans ou à 30 ans, là, ça va très vite. Et on a un autre paradoxe. Je vous ai montré tout le paradoxe instant, vivre dans le présent, et en même temps, toute cette présence d'un passé, d'un futur qui reste là. Et là, c'est le deuxième paradoxe entre la vitesse et la lenteur. Il y a de la lenteur dans les images, et c'est là que les images font plus que permettre d'entendre la voix, l'interprétation et le texte. Dans les images, on la trouve, la lenteur. Quand la dame marche dans le couloir, notamment, on l'a sur la façon dont le regard tourne. C'est la grande lenteur, là, pour le coup, du point de vue des images. Alors que du point de vue de l'interprétation du texte de la voix de Patrick Timsit, ça va à toute allure. Et moi, avant le troisième visionnage, je me dis, j'ai raté plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas vues. Pas parce que ça va trop vite, parce que quand on le voit et qu'on s'est acclimaté à cette proposition qui est faite, ça paraît tout à fait adapté. Mais c'est comme quand on va au cinéma et qu'on voit un bon film et qu'on se dit, j'ai raté des trucs, je vais le revoir. De ce point de vue-là, et c'est pour ça que c'est un peu ce que j'ai appelé ma coda. Je crois qu'au fond, le film nous parle de quelque chose dont on n'ose pas parler quand on parle de ce que les anglo-saxons appellent dementia care, ou en gros le soin et l'accompagnement de la démence ou des personnes atteintes de troubles cognitifs. C'est l'amour. Je parlais de la philia au début, de l'amitié avec Christophe, mais au bout du compte, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un individu singulier qui fait le bilan de sa vie et qui dit « ma vie, ça a été quoi? Ça a été 3 amours, 3 formes d'amour, mon fils, ma femme, ma mère, d'amour non seulement que j'ai donné, mais d'amour que j'ai reçu, ce qu'elle m'a donné par le sourire qui naît dans son regard et qui donne du confiance pour toute une vie. » Mais et ça, on l'entend peu quand même dans ce monde-là, qu'on appelle le monde gérontologique. Je ne parle pas du monde biomédical, ou même du monde médico-social. Alors parce que, évidemment, ce sont des professionnels et il n'est pas moralement exigible de professionnels qu'ils vivent ou ressentent ce qu'ils sont sous la modalité de l'amour. Mais en même temps, quand vous vous prenez vous-même, pas simplement comme membre de l'espèce humaine, avec un certain nombre de qualités qui fait que vous, soi-disant, vous êtes digne de respect, parce que vous êtes digne vous avez disposé d'une raison, d'une liberté, d'un langage, de propriétés qui font que, contrairement à un animal, vous n'êtes pas considéré par le droit comme un objet, mais comme une personne, et qu'on vous êtes digne de respect. Vous n'êtes pas convoqué comme ça, vous êtes convoqué comme vous-même, au bout du compte. Quand on fait le bilan de sa vie, quand on est confronté à la mort, à ce moment-là,
c'est plus difficile de se mentir à soi-même, quand même, je pense. À ce moment-là, on fait cette espèce de bilan, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui ressort, et qu'est-ce qui fait ce lien des événements de ma vie la plus intime, la plus personnelle. C'est pour ça que c'est aussi un film qui mobilise. C'est ça, c'est les personnes qu'on a aimées, la façon dont on les a aimées. Et là-dessus, il y a une palette de choses dans le film. Il y a le désir, il y a l'attirance, il y a la sensualité, il y a différents types de relations. Il y a des gens qui ont été essentiels, d'autres dont le travail du film montre qu'ils n'ont peut-être pas été secondaires, mais ils n'ont pas été centraux, ils n'ont pas été structurants, ils ont été présents, mais ils n'ont pas été structurants. Et donc pour moi, c'est au bout du compte... pas un film réaliste, qui change certes le regard, mais pas en nous mettant dans la tête de ces gens-là, mais en se mettant dans leur voix, dans leurs oreilles, dans leurs yeux, dans leur corps, dans leur âme. Et du coup, juste en restant soi-même et en arrêtant complètement de continuer au fond de sa tête, de quand même se dire qu'il y a quand même une forme d'altérité. Je veux bien essayer de me mettre dans sa tête. Enfin, moi, je reste quand même moi et je me mets dans sa tête. Alors que là, on n'en est plus du tout là. Et c'est aussi ça l'effet coup de poing. Donc on va au bout. On n'est pas simplement dans la tête, dans les représentations, dans la distance. C'est pour ça aussi que c'est de la sensation. On est dans de l'immédiateté. Et là, on peut plus trop se mentir. Bon, il y a cet effet-là. Et donc, je ne serais pas étonné que le film provoque deux types de réactions. Et qu'il y ait des réactions assez vives, positives et négatives. Qu'elles soient assez vives quand elles sont positives et qu'elles soient vraiment vives et positives quand on sent ça et qu'on accepte de suivre la proposition et d'y aller au bout. Et qu'en même temps, ça crée des résistances, enfin, en tout cas, pas que ça crée, que ça réveille, que ça rencontre des résistances presque au sens freudien du terme, hein, et que, sous forme de critiques diverses et variées, mais que ça... Voilà. Mais je pense malgré tout que ce sont les réactions vives dans le sens positif qui seront les plus nombreuses, parce que la façon de nous emmener là-dedans, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait une préparation, une introduction avant de le voir, et la façon dont on vous propose ça dans ce film-là, et dont on l'introduit en disant, quand tu as dit c'est mon postulat que j'ai après avoir travaillé 20 ans ou 10 ans, après avoir travaillé de nombreuses années. Théoriquement, un postulat, c'est un truc a priori, donc on l'a avant d'avoir travaillé, et là c'est intéressant parce qu'il y a les deux. Il y a à la fois, et c'est là-dessus que je finis, il y a c'est un postulat, et là je suis d'accord avec Fiat, un postulat, une dignité, il faut arrêter de croire qu'ils sont différents de nous, au sens où quand vous réfléchissez, quand vous mettez à qu'est-ce que vous êtes vous-même, il n'y a pas d'altérité, il faut arrêter, il n'y a pas d'altérité. Et là la proposition est assez radicale. Et en même temps, de faire entrer là-dedans non pas par la tête, mais par le ressenti. Et bah oui, il y a d'abord ce qui est le plus gênant au quotidien, à mon avis, mais les troubles cognitifs, les troubles, ils sont peut-être pas les plus gênants au quotidien. Ils sont peut-être gênants parfois pour les autres. C'est embêtant, quelqu'un qui vous reconnaît pas toujours, c'est embêtant, quelqu'un qui se souvient pas de ce que vous venez de lui dire, qui vous repose 15 fois la même question. Mais les troubles de la vision et de l'orientation dans le temps, je me cogne sur une chaise, c'est quand même ça qui est un moment dur, je me cogne contre une chaise, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est au moins aussi difficile. Et donc je pense que c'est un film militant, mais qui n'est pas un documentaire, c'est un film militant au sens d'un postulat paradoxalement acquis par l'expérience et appuyé par l'expérience. C'est meilleur ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas que c'est une conviction qui a été renforcée, c'est qu'il y a un postulat de base
il n'y a pas d'altérité. Et en même temps, on vous fait entrer dans cette réalité-là, non pas par un discours théorique, abstrait, moral, philosophique, scientifique, peu importe. On vous y fait entrer par une histoire, qui est l'histoire de Christophe et de son parcours avec un certain nombre d'entre vous et des documentaires qu'il a réalisés par le passé, du temps qu'il a passé auprès des personnes. C'est cette histoire-là, mais c'est aussi la vôtre, c'est aussi celle de cet homme. Et c'est pour ça que, à ma question de départ, est-ce que c'est un film réaliste? Non, c'est pas un film réaliste, au sens où on est vraiment là, pour le coup, pas du tout dans un documentaire. Et pour moi, c'est quasiment le film qui fait retour, comme dans le film, il fait le bilan de 10 années de compagnonnage sous forme de documentaire. Donc il y a cette histoire de travail avec la FNG, avec les gens qui pratiquent la théorie de la validation, il y a cette histoire-là, et puis ce film, c'est comme quelque chose, il y en aura peut-être d'autres, c'est certainement pas la dernière étape pour le coup. J'espère. Je pense pas, ça a pas l'air. Mais c'est sous une forme qui est radicalement artistique, esthétique. Disons esthétique, comme ça on n'entre pas dans les débats esthétiques. Et cette histoire esthétique ou cette esthétique historique, pour rentrer dans ce monde-là, je trouve pour ma part que c'est ce qui fait le plus grand intérêt du film. Merci. Moi, je suis très touchée par ce que vous avez dit, Fabrice, si je peux me permettre de vous appeler comme ça. Parce que je voudrais quand même citer une personne ici qui est à l'origine de tout ça aussi, de tout ce à quoi j'ai cru depuis longtemps. Et Christophe, quand il a parlé de ce film, donc a parlé effectivement Enfin, la question qui lui avait été posée, c'était de témoigner de ces 10 ans de compagnonnage. Et je voudrais parler de Naomi Feil parce que voilà une dame qui a 82 ans, qui est américaine et qui, en 1963, a développé cette méthode. Alors, on peut la trouver théâtrale, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, elle est plutôt à l'essentiel de sa méthode. Et elle a développé ce qu'on enseigne aux soignants et ce que moi j'ai appris. Le premier principe sur lequel elle s'appuie dans son travail, elle est psychologue, psychologue sociale, c'est que chaque personne est unique et chaque personne a de la valeur. La deuxième chose très importante, elle nous a dit, voilà, chaque personne arrivée dans la dernière étape de sa vie, fait un bilan, se retourne pour y trouver du sens. Et chaque personne à cette étape-là revient à l'essence et au sens. Parce que les sens, ils ont plusieurs... on les met dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Et certaines peuvent intégrer leur vie et avoir un regard positif sur cette vie passée. Mais toutes, de toute façon, ont besoin d'intégrer, et certaines passeront juste par un chemin de traverse qui s'appelle la résolution. C'est-à-dire remettre de l'ordre dans sa vie pour y trouver du sens et garder ce fil jusqu'au bout, parce que être humain, c'est aussi savoir que peut-être notre vie... Alors, je ne citerai pas la phrase de Saint-Exupéry, mais pourtant, elle est dans le DVD que Christophe a fait sur la validation. Mais chaque être humain a besoin de penser que sa vie a, si ce n'est servi à quelque chose, en tout cas à ses propres yeux, a de la valeur. Et valider, ça veut dire simplement reconnaître la valeur d'un parcours de vie. Et je crois que si ça, c'est un changement de regard, c'est peut-être le seul à retenir. En tout cas, c'est celui que j'aime bien retenir en tant que soignante. Et moi, je dis merci Christophe, parce que si Naomi était là, je crois que, et si elle avait entendu Fabrice dire tout ce qu'il a dit, je crois que simplement elle pourrait se dire, c'est bon, moi aussi, je suis arrivée à mettre tout ça en perspective. Et aujourd'hui, cette vieille dame qui continue à sillonner le monde, mais ne dit que ça. Et elle termine ses conférences, et c'est là-dessus que je voulais revenir par rapport à Fabrice, en disant, en fait, vous savez, ce que j'ai juste proposé là, ça s'appelle aussi de l'amour. Voilà.
Merci. Merci Katia. Alors,